Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est Fatin El Bokhari. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sujet très important dans le domaine de l'éducation, l'évaluation des compétences dans l'approche par compétences ou APC, ainsi que les grilles critériées. Comment évaluer les apprentissages des élèves de manière juste et efficace? Quel est le rôle des critères dans l'évaluation? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. L'approche par compétences, appelée APC, est une méthode pédagogique centrée sur le développement des compétences de l'apprenant. Contrairement à l'enseignement traditionnel, qui se concentre surtout sur la mémorisation des connaissances, l'APC vise la capacité de l'élève à utiliser ses savoirs dans des situations réelles et concrètes. Dans ce cadre, l'évaluation devient un élément essentiel du processus d'apprentissage. En effet, l'évaluation des compétences ne consiste pas seulement à donner une note à l'élève, mais à mesurer son niveau de maîtrise, sa capacité à résoudre des problèmes, à communiquer et à mobiliser ses acquis dans différentes situations. Pour rendre cette évaluation plus claire, objective et équitable, les enseignants utilisent des outils appelés grilles critériées. Les grilles critériées permettent de définir des critères précis de réussite. Elles aident l'enseignant à évaluer de manière organisée et aident aussi l'élève à comprendre ses points forts et les aspects qu'il doit améliorer. Ainsi, l'évaluation devient un moyen d'accompagnement et de progression. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les caractéristiques de l'évaluation en APC, découvrir les différents types de grilles à critérier et comprendre leur... Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il y a aujourd'hui une véritable révolution silencieuse qui se prépare dans nos laboratoires et nos salles de classe. En fait, la transition de la notation traditionnelle vers l'évaluation par compétences, couplée à l'utilisation de grilles critériées, est bel et bien en marche. Et honnêtement, pour quiconque évolue dans le monde de l'éducation, tout particulièrement dans des filières scientifiques exigeantes, comme la physique-chimie, c'est devenu absolument vital. On ne peut plus se contenter de mesurer ce qui est mémorisé sur un bout de papier, l'enjeu, c'est de mesurer ce que les élèves savent véritablement faire en pratique, les mains dans le cambouis. Au programme de ce décryptage, nous allons suivre une feuille de route bien précise. D'abord, l'approche par compétences, ensuite les limites du classement normatif, puis les évaluations diagnostiques et formatives. On enchaînera avec le fameux alignement pédagogique de Biggs, suivi du portfolio et des traces, pour terminer sur le face-à-face entre réalisation et réussite. Première étape de notre parcours, l'approche par compétences, ce fameux sigle APC. Alors, le point crucial ici, c'est qu'il s'agit d'un changement de paradigme fondamental. C'est une toute nouvelle manière de concevoir l'apprentissage au quotidien. En 2006, Jacques Tardif nous offre une définition qui pose vraiment les bases. Il décrit la compétence comme un savoir-agir complexe qui mobilise des tonnes de ressources variées dans des situations authentiques. Bref, pour faire simple, la véritable compétence, ce n'est pas du tout d'emmagasiner des connaissances isolées dans un coin de son cerveau. C'est l'action dans le monde réel. Connaître la théorie de la flottabilité par Kuhl, c'est un savoir. Ménager sans couler au beau milieu de l'océan, voilà, ça, c'est la compétence. Les savoirs ne sont plus cloisonnés, ils sont combinés pour résoudre un vrai problème. On passe à la suite, la deuxième partie, au-delà du classement normatif. Pour bien comprendre pourquoi cette approche par compétence est si indispensable, il faut d'abord jeter un œil critique sur nos méthodes d'évaluation traditionnelles. Prenons un exemple classique dans un cours de physique-chimie. Avec une évaluation normative pure et dure, le but principal d'un test, c'est de classer. On a Sarah qui décroche un 18 sur 20, Yacine un 14 et Amal un 10. Ce système détermine juste un rang. Mais attention, à l'inverse, l'évaluation critériée, elle se concentre exclusivement sur une maîtrise bien spécifique, sans jamais comparer les élèves entre eux. Lors d'un travail pratique sur des mélanges chimiques, on va évaluer des choses très concrètes. Est-ce que la verrille, genre le bécher ou la pipette, a été manipulée en toute sécurité? L'objectif devient la maîtrise réelle du geste et non plus la compétition avec le voisin. Et c'est exactement ce que souligne le chercheur Jean-Marie de Quetelet. L'évaluation normative traîne de lourdes limites institutionnelles. Ça génère du stress, ça casse parfois la motivation et ça crée une compétition excessive qui masque totalement les progrès réels de l'élève. Ça transforme un peu la classe en arène. Heureusement, l'évaluation critériée apporte une solution tellement plus juste. Elle va valoriser l'amélioration individuelle, aider à identifier précisément où se situe le blocage, et hop, la dynamique change du tout au tout. La classe redevient un véritable laboratoire collaboratif, concentré à 100% sur les objectifs d'apprentissage. Troisième point au menu, les évaluations diagnostiques et formatives.
Pour s'assurer que ces fameuses compétences sont bien acquises, on a besoin d'outils tactiques redoutables. Et ça commence avant même d'ouvrir le manuel pour une nouvelle leçon grâce à l'évaluation diagnostique. Imaginons qu'on attaque un gros chapitre sur l'électricité. On demande à la classe de griffonner un circuit simple au brouillon. L'analyse rapide des réponses permet de voir tout de suite si les symboles électriques de base sont maîtrisés ou s'ils sont complètement inconnus. Cette petite vérification permet de détecter les lacunes à l'avance, d'ajuster le tir et surtout d'éviter un décrochage monumental par la suite. Ce qui est absolument fascinant sur cette diapositive, c'est de voir à quel point la recherche appuie cette démarche. En 2009, les travaux de John Hattie sur l'apprentissage visible ont eu l'effet d'une bombe. Il a prouvé scientifiquement que l'évaluation, quand elle est accompagnée d'un retour clair et constructif, ce fameux feedback, a un impact colossal sur la réussite académique. C'est littéralement l'un des leviers les plus puissants qui soit pour faire progresser un groupe. Et ce feedback prend toute sa saveur avec l'évaluation formative qui a lieu en plein cœur de l'action. Par exemple, on est en plein travaux pratiques, l'enseignant observe les paillasses et remarque que la moitié du groupe confonde allègrement les réactifs et les produits. Un mélange qui, on va pas se mentir, pourrait finir en mini-catastrophe au fond de l'éprouvette. Eh bien, on fait pause, on réexplique le concept calmement avec un nouvel exemple et on repart. L'évaluation, c'est récit de boussole en temps réel. Allez, on passe à la 4e partie, l'alignement pédagogique de Biggs. Évidemment, toutes ces petites évaluations tactiques doivent s'imbriquer dans une stratégie globale béton. Et ça illustre brillamment l'approche de l'alignement constructif développée par John Biggs en 1996. C'est ici que l'on voit le puzzle éducatif s'assembler à la perfection. La recette tient en 3 étapes indissociables. 1. On définit des objectifs d'apprentissage ultra clairs. 2. On conçoit des activités pédagogiques qui collent pile poil à ces objectifs. Et 3. On évalue exactement ce qui a été enseigné. Rien de plus, rien de moins. Voyons concrètement à quoi ça ressemble sur le terrain, en mode construction pas à pas. Étape 1, la colonne de gauche. Notre objectif est d'identifier des composants électriques et de réaliser un montage. Étape 2, au centre, l'activité ne peut décemment pas être de juste lire un texte ennuyeux. On sort les vraies résistances, les vrais multimètres et on fait un TP. Étape 3, la plus cruciale, la colonne de droite. L'évaluation finale. Et là, hors de question de faire un QCM théorique sur papier, on évalue par l'observation directe de la capacité à brancher les fils correctement. La boucle est bouclée, l'alignement est parfait. 5e partie, on aborde maintenant le portfolio et les traces. Alors comment est-ce qu'on garde une trace tangible de toutes ces belles compétences ? Eh bien, grâce au portfolio de compétences. C'est une sorte de dossier personnel où l'on compile les preuves de ses réussites. Ça va des devoirs classiques aux exposés, en passant par les gros projets, les comptes rendus de labos bien complexes et même les auto-évaluations. Ces auto-évaluations sont d'ailleurs géniales parce qu'elles permettent de mettre des mots sur ce qui a coincé. C'est ni plus ni moins que la cartographie visuelle et continue de l'évolution d'un esprit. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, une distinction fondamentale, réalisation contre réussite. Quand on se lance dans la construction pas à pas d'une grille critériée, il y a un piège classique à éviter. Il faut absolument séparer les critères de réalisation des critères de réussite. Imaginons un titrage acido-basique. La colonne des critères de réalisation, c'est purement la méthode, le comment faire. Est-ce que la burette a été rincée? Les lunettes de protection sont-elles sur le nez? Ensuite, de l'autre côté, on a les critères de réussite. Là, on juge le résultat pur et dur. Le volume à l'équivalence est-il mesuré à 0,1 ml près? Le virage coloré a-t-il été bien repéré? D'un côté, on évalue le chemin, de l'autre, on valide l'arrivée. C'est cette précision qui rend la grille si efficace. En fin de compte, adopter l'approche par compétences, avec un vrai alignement pédagogique et des grilles construites de façon rigoureuse, ça rend l'éducation tellement plus équitable. Le jugement punitif laisse la place à un véritable accompagnement. Mais cela nous laisse sur une réflexion assez vertigineuse pour clore cette analyse. Toutes ces notes sur 20 que notre société distribue depuis des décennies, mesurent-elles vraiment l'intelligence d'adaptation et les compétences pratiques dans la vie réelle ? Ou bien ne font-elles que récompenser une simple capacité à se conformer silencieusement aux attentes d'une salle de classe? C'est une question qui mérite amplement réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.